merci aussi pour cette invitation. J'ai appris déjà plein de choses. Il y a même des images de Saint-Gobain que j'ai découvertes. Donc c'est tout à fait sympathique. Et on a beaucoup parlé du passé. Moi, je pense que je vais vous projeter dans le futur. Mais un futur qui est très très proche parce qu'on y est de plus en plus dans le futur. Mais un peu vous faire sentir ce que va être demain le verre et comment il va être produit. Alors, Saint-Gobain, on en parle beaucoup, vous en parlez beaucoup. Je vous remets quand même une petite photographie, parce que vous n'avez peut-être pas complètement en tête aujourd'hui ce que ça représente. Oui, créé en 1665. Alors, ce qui est assez sympathique quand même, c'est que le verre, ou les métiers verriers dans leur ensemble, constituent encore une part importante de ce que fait Saint-Gobain. C'est autour de 3 métiers verriers principalement. Le verre plat et sa transformation pour le bâtiment ou pour l'automobile. La laine de verre, donc principalement pour l'isolation, et la fibre de verre, notamment pour des applications de renforcement. Mais Saint-Gobain, c'est aussi plein d'autres métiers. Au total, autour de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc cette présence dans 75 pays. Un marché qui est autour de 80% pour le bâtiment et 20% c'est l'automobile, Sécurite, et des applications industrielles typiquement comme les réfractaires, qui ont été développés au départ pour les métiers verriers, mais qui servent des marchés très variés. Et Saint-Gobain s'est doté d'une raison d'être il y a 5 ans maintenant, Making the World a Better Home. Alors c'est en anglais, mais ça met les questions de durabilité au cœur de ce que l'on veut faire, et ça se traduit par l'ambition, à nouveau en anglais, mais là on l'a traduit en français, qui est d'être le leader mondial de la construction durable, et la manière dont ça se développe dans nos plans stratégiques. Et pourquoi Saint-Gobain a voulu un peu se donner cette tête générale, c'est parce que nos marchés sont au cœur des enjeux globaux. Le monde de la construction, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc c'est absolument majeur. Donc traiter les problématiques de changement climatique, ça passe par le monde de la construction. C'est aussi un monde où il y a eu une augmentation par 3 de la consommation en ressources depuis 50 ans, et on attend 2 milliards de personnes de plus dans les villes dans les 30 à 40 prochaines années, principalement en pays émergents. Donc traiter aujourd'hui, un groupe comme Saint-Gobain, et dans tous ses métiers, ne peut pas aborder ces marchés sans mettre les notions de durabilité au cœur de ce qu'il fait. Et la façon dont on traduit les notions de durabilité, c'est autour de 3 grands piliers, qui sont les 3 grandes tendances aujourd'hui que l'on sent dans la construction quand on parle de construction durable. C'est une construction qui est bas carbone, bas énergie, et donc c'est comment on contribue à un monde décarboné. C'est une construction qui est beaucoup moins intense en ressources qu'elle ne l'est aujourd'hui, les ressources prises au sens large, ça peut être les ressources matières, mais ça peut être l'eau aussi. Et donc c'est comment on découple, et on découple finalement la construction de la consommation de ressources. Et c'est toutes les problématiques autour d'un bâtiment plus sain, les notions de confort et de bien-être dans le bâtiment. Et donc la stratégie de Saint-Gobain est vraiment construite aujourd'hui autour de ces 3 grands piliers, avec à chaque fois l'idée que dans ce que l'on fait, on veut maximiser l'impact positif de ce que l'on fait pour nos clients et la planète, tout en minimisant notre empreinte. Et donc là, je vais aller vers le verre, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire maximiser les bénéfices et minimiser notre empreinte? D'abord, le verre. Et là, il y a encore d'autres options de matériaux de Saint-Gobain, mais le verre apporte des bénéfices en matière de consommation énergétique dans le bâtiment. Ça a été dit, mais c'est essentiel. Le verre, aujourd'hui,
c'est pas que le double vitrage. L'innovation d'ailleurs dans le verre pour l'amélioration de la performance énergétique aujourd'hui se fait principalement autour des couches qui sont appliquées sur le verre après la fabrication du verre plat dans ce qu'on appelle des coateurs. Aujourd'hui, les verres les plus performants, c'est 15 à 20 couches métalliques qui maintiennent la transparence du verre, mais qui permettent de refléter les longueurs d'onde qui peuvent contribuer à la transmission thermique. Hein, et c'est tout le jeu d'arriver à trouver la bonne composition des couches qui permettent de faire ce tri et de maintenir des verres qui soient très transparents, tout en ayant soit une très très bonne performance d'isolation et donc contre le froid, soit, et de plus en plus aussi, une très très bonne performance d'isolation contre le chaud. Hein, et aujourd'hui, les gammes se développent pour permettre d'avoir des bâtiments, même des bâtiments avec des façades en verre qui sont très importantes, qui soient extrêmement performants en matière énergétique et qui soient de plus en plus confortables en termes de confort d'été. Moi, j'ai appliqué chez moi, dans une de mes verrières, dans une verrière qui est orientée plein ouest, qui est une grande verrière, qui était extrêmement chaude en été, de plus en plus chaude. J'ai appliqué la dernière génération du verre contrôle solaire. C'est absolument magique, comme ce qu'on arrive aujourd'hui à faire en termes de performance. Là, c'est écrit en anglais. En anglais, j'ai plusieurs slides qui sont écrits en anglais parce que c'est pris de publications qui sont faites par l'Association européenne du verre qui s'appelle Glass for Europe et qui montrent, aujourd'hui, ça sera peut-être dit après en matière de rénovation énergétique, le fait que l'on a un parc installé en matière de vitrage qui reste encore à un niveau assez médiocre en termes de performance énergétique. Mais aujourd'hui, le gain que l'on peut avoir, notamment par rapport à l'énergie qui est nécessaire pour produire les solutions par les vitrages les doubles vitrages, mais les vitrages les plus efficaces sont absolument énormes. Et donc aujourd'hui, le vitrage, ça sera redit, je pense, est une des composantes essentielles de la décarbonation du bâtiment par ses propriétés isolantes et ses propriétés demain en matière d'adaptation. Donc ça, c'est le côté le verre est une solution durable pour le bâtiment, pour la durabilité des bâtiments. Mais, et ça on en a beaucoup parlé, le verre, il faut de l'énergie pour produire du verre. Et je ne crois pas que l'on va arriver à produire du verre sans énergie. Du moins, pour l'instant, ce n'est pas les directions que l'on prend dans les laboratoires de recherche de Saint-Gobain. Par contre, je suis de plus en plus convaincu que l'on va pouvoir produire du verre sans carbone et avec une consommation énergétique qui est la plus faible possible. Là, je vous ai juste remis de manière générale ce que sont les engagements dans leur ensemble de Saint-Gobain. Mais je vais rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de concevoir un verre qui est décarboné. D'abord, juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez là les principaux chiffres de production de verre plat au niveau mondial. Hein. C'est 70 millions de tonnes par an, dont la moitié en Chine. L'Europe ne présente que 10 millions de tonnes, à peu près au niveau de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, ce qui est une ligne de production de verre plat classique, une ligne flotte, c'est une ligne qui fait dans les 600 tonnes par jour. Hein, donc vous multipliez par
360, ça vous fait dans les 200 000 tonnes de production par an. Il y a 400 lignes float au niveau mondial. À nouveau, plus de la moitié de ces lignes sont en Chine. Et Saint-Gobain, c'est aujourd'hui 35 lignes dans le monde, la moitié étant 25 lignes dans le monde, et la moitié étant en Europe, et l'autre moitié en dehors d'Europe. Donc on a vu beaucoup d'images historiques. Voilà un peu des images d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne flotte aujourd'hui? C'est un grand four. Je trouve que cette salle est très très bien parce que ça ressemble beaucoup à la salle à la taille d'un four verrier aujourd'hui, d'un four flotte. C'est un peu ça, dans lequel vous mettez toutes les matières premières, principalement du sable, du carbonate de soude, d'autres matières type de la dolomie et du verre recyclé, on va y revenir. Tout ça s'est chauffé à 1300 degrés, aujourd'hui principalement au gaz naturel, par des brûleurs. C'est les points noirs que vous voyez au-dessus du four qui sont les brûleurs qui viennent chauffer le bain. Ça permet un brassage de tout ça et à un moment, le verre a la fluidité qu'il faut pour couler vers un bain d'étain. Et c'est ce bain d'étain qui justifie le nom de flotte, parce que le verre vient flotter sur le bain d'étain et permet la transparence du verre, et évite toutes les étapes qui existaient par le passé de retraitement du verre, parce que les procédés précédents n'avaient pas cette transparence. Donc ce procédé qui a été inventé dans les années 50, j'ai cité 72 Chantraine, où le retard pris par Glaverbel, Saint-Gobain avait pris du retard aussi. Ça n'a pas été les premiers à implanter le procédé float. C'est Pilkington qui a été précurseur. Mais aujourd'hui, c'est le procédé qui est partout. C'est aujourd'hui le procédé principal de fabrication de verre plat. Donc vous avez là des photos des différentes étapes. Un four verrier, c'est 150 millions d'euros d'investissement. C'est une réparation. Pourquoi une réparation? Parce que les réfractaires au bout d'un moment, sont mangés par la production. Et donc tous les 15 à 20 ans, il faut refaire le four. Et c'est un point important quand on parle des démarches de décarbonation, parce que on peut être amené à transformer un four tous les 15 à 20 ans. Donc je parlais de la taille du four. Voilà, là vous avez l'exemple d'un four en reconstruction. Donc ça permet de voir la taille de la bête. Ça, je passe rapidement, mais c'est les chiffres en Europe. Mais quand on parle de décarbonation du verre plat, on n'a pas démarré aujourd'hui. Depuis 1990, l'intensité carbone de la production de verre a baissé de 43%. Alors, ça a été fait comment? Ça a été fait en Europe. Ça a été fait parce qu'il y avait des fours au fioul qui sont passés au gaz, parce qu'on a multiplié des installations dites d'oxygaz, où on va rajouter de l'oxygène avec le gaz naturel, et ça permet de réduire la consommation de gaz naturel, où on va récupérer les chaleurs et pouvoir donc réutiliser cette chaleur et donc in fine consommer moins d'énergie. C'est parce qu'on a augmenté progressivement le taux de verre recyclé, de ce qu'on appelle de calcin dans la production de verre plat. Et à chaque fois qu'on remplace une tonne de sable par une tonne de verre recyclé, on réduit autour 350 kg les émissions de CO2 directes du four. On va même aussi réduire de à peu près 350 kg ce qu'on appelle les émissions de scope 3, c'est-à-dire chez nos fournisseurs. Donc ce sont des leviers qui ne sont pas neufs, qui ont permis déjà de significativement réduire l'empreinte du verre. J'ai mis sur la droite ce que, quand vous prenez une vitre ou un double vitrage aujourd'hui, un double vitrage classique, quelle est la part du four et des autres étapes du procédé dans
dans l'empreinte carbone. Aujourd'hui, l'essentiel, les 3/4 de l'empreinte carbone d'un double vitrage, c'est le four. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, ben voilà le four verrier avec les différentes étapes et où vous avez des émissions de CO2. Donc, un four verrier de 600 tonnes par jour, c'est autour, en moyenne, de 110 000 tonnes de CO2 par an. 80-85% sont des émissions énergétiques, principalement du gaz naturel. Et puis il y a une quinzaine de pourcents, 15-20%, qui sont des émissions liées aux matières premières qui sont utilisées. Et au premier chef, le carbonate de soude. Quand vous entendez carbonate de soude, vous entendez carbonate. Et carbonate, il y a du C. Et le C n'est pas utilisé dans la matrice verrière. Et donc, quand on fond tout ça, ben, ça émet du CO2. Et donc, traiter la décarbonation du verre, c'est de savoir est-ce que, je peux réduire, sans changer bien évidemment la performance du verre, l'énergie que je consomme. Est-ce que je peux réduire la matière que je consomme? Est-ce que je peux remplacer l'énergie fossile par une énergie qui n'est pas fossile? Est-ce que je peux remplacer la matière première fossile qui contient du carbone par une matière première qui n'est pas fossile? C'est pas plus bête que ça. Et si j'y arrive pas, in fine, ben est-ce que je suis capable de prendre les fumées générées et les mettre quelque part pour qu'elles n'aillent pas dans l'atmosphère? C'est ça que ça veut dire décarboner le verre, décarboner le four. Et pour ça, ben, il y a des étapes qui sont, on va dire, incrémentales. C'est un peu de continuer ce qu'on a fait déjà. Et les 43%, ben, voir jusqu'où on peut aller en continuant les 43%. Jusqu'où on peut aller en matière d'efficacité énergétique. Jusqu'où on peut aller en matière d'utilisation de verre recyclé, etc. Ça, c'est un peu ce qui va nous amener à 2030. Et aujourd'hui, ben, on cherche à aller au bout de ce que l'on est capable de faire en matière d'évolution incrémentale et de réduire comme cela la quantité de carbone du verre. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas que par l'incrémental qu'on va arriver à avoir un verre qui va être complètement décarboné. Donc il faut penser le four du futur. Et le four du futur, on ne sait pas encore très très bien à quoi il va ressembler. Alors, il dit que Saint-Gobain ne fait pas que du verre plat, Saint-Gobain fait de l'isolation par exemple. Le four du futur de l'isolation, il existe déjà aujourd'hui. C'est-à-dire les fours de production de laine de verre en France pour Saint-Gobain sont 100% électriques. Et comme vous le savez, l'électricité en France est très bas carbone. La laine de verre de Saint-Gobain en France, aujourd'hui, est très bas carbone. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas si on va arriver à faire du verre plat avec un four 100% électrique. Alors, c'est quoi un four électrique par rapport à un four à gaz? Le four à gaz, vous avez des brûleurs, et ça apporte de la chaleur, et ça crée du brassage de l'ensemble de la composition. Le four électrique, vous allez mettre des électrodes dans la composition. Et c'est par induction que vous allez créer le brassage et vous allez apporter l'énergie qui va permettre d'atteindre la qualité que vous avez besoin et la température dont vous avez besoin. Aujourd'hui, dans la tête de nos gens, par l'expérience passée, quand on augmente un peu trop le niveau électrique, on n'arrive pas bien à mélanger. On n'arrive pas bien à mélanger et ça fait que dans la réaction chimique qu'il y a, notamment avec le carbonate de soude, il y a du CO2. Je vous ai dit, ça émet du CO2, mais le CO2, avant d'être émis, il forme des bulles dans le verre. Et ces bulles, elles n'arrivent pas bien à sortir. Et donc, le verre qui sort après du bain d'étain, il contient des bulles. Alors, c'est sympathique dans des applications historiques,
c'est moins sympathique pour des pare-brises automobiles, c'est moins sympathique pour des applications architecturales aujourd'hui, ou alors il faudrait que je pense que Saint-Gobain et AGC fassent un effort marketing assez considérable pour arriver à faire comprendre que c'est vraiment sympa d'avoir un verre avec plein de bulles. Pour l'instant, ce n'est pas une étape qu'on a complètement explorée, l'étape marketing. Donc on essaie de comprendre jusqu'où on peut aller en termes de taux d'électrification. Aujourd'hui, assez classiquement, un four verrier à 10% d'électrification. On démarre chez Saint-Gobain un four qui va pouvoir monter à 20%. Et quelque chose d'assez extraordinaire sur ce sujet du CO2. Un truc que nos ingénieurs estimaient absolument impossible, voire un tabou. On s'est associé avec une entreprise absolument réputée, AGC, pour imaginer ensemble le four du futur. Et donc, on est en train d'investir ensemble en République tchèque dans un four pilote, alors qui est un plus petit four, 150 tonnes, qui monte à 50% de taux d'électrification. Donc, je dis que c'est vraiment une grande première. Imaginez les équipes techniques de Saint-Gobain travailler avec les équipes techniques d'AGC. C'était vraiment... le CO2 permet de révolutionner non seulement le verre, mais la façon de travailler. Alors bien évidemment, tout ça, s'il y a des juristes dans la salle, tout ça se fait bien évidemment en parfaite compliance, le mot juridique, et donc avec le regard de tous les juristes en charge de la concurrence pour s'assurer que le travail se fait uniquement sur des éléments techniques qui sont essentiels pour le four. Mais c'est intéressant parce que c'est pas la concurrence aujourd'hui, elle ne se fait pas par le four entre les grands concurrents verriers, elle se fait par beaucoup d'autres choses. Et on l'a dit tout à l'heure dans la manière dont certaines des technologies ont été déployées. Aujourd'hui, le sujet pour tous les concurrents verriers, c'est de créer le four de demain et qu'il soit mis en œuvre le plus rapidement possible, partout là où c'est possible. Donc le four verrier de demain, il aura probablement une part électrique très importante, mais probablement une part gazière qui restera. On ne sait pas à quel niveau. Et donc se pose la question du type de gaz. Est-ce que c'est du biogaz ou est-ce que demain l'hydrogène sera une option? Donc tout ça, c'est des sujets qu'on regarde. Et la façon dont on travaille chez Saint-Gobain, c'est de créer des vraies usines pilotes ou des vraies campagnes de production. Pas d'être que dans le labo, mais d'être dans la vraie vie. C'est ce que l'on cherche à faire avec AGC. C'est ce que l'on a fait il y a maintenant 2 ans sur le site d'Aniche, où on a produit pendant une semaine un verre qui avait 100% de verre recyclé, 100% de biogaz, 100% d'électricité renouvelable, donc qui a permis de produire un verre qui était 0 carbone dans les émissions directes, pendant une semaine, commercialisable, ça a marché. D'ailleurs, ça nous a conduit après, je vais y revenir, à commercialiser une gamme. Puis on a aussi fait une première campagne de production, il y a 18 mois, en Allemagne, où on est monté à 30% d'hydrogène. Voir si on arrive à produire avec 30% d'hydrogène. Et on a réussi à produire avec 30% d'hydrogène. On a vu qu'il y avait plein de difficultés et que l'on traite. Mais on a réussi à produire un verre commercialisable à 30% d'hydrogène. Et on continue. Et puis, il y a certains d'autres procédés. J'ai mis la plaque de plâtre où on installe déjà des usines qui sont 100% électriques. À chaque fois, ce sont des premières mondiales. Et donc, on cherche vraiment à se donner, finalement, le portefeuille de solutions techniques à 2030, pour ensuite, entre 2030 et 2050, au fur et à mesure de la réparation des fours, et je vous ai dit que les fours étaient réparés tous les 15 à 20 ans, pouvoir mettre en place les technologies ad hoc qui auront été validées d'ici là. Et puis, dans le même temps, on cherche à tester nos marchés, savoir comment vendre un verre décarboné, comment vendre un verre bas carbone, comment vendre d'autres produits décarbonés bas carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une appétence? Comment mettre en avant ces performances?
quel est le premium de prix qu'on peut avoir, ou des choses comme ça. Et donc, pour suivre la campagne de production qu'on a faite à Aniche, donc on commercialise maintenant depuis 18 mois un verre qu'on appelle Orae, qui n'est pas à 100% de verre recyclé, qui a 70% de verre recyclé, et quand même qui a une empreinte carbone qui est réduite de 40% par rapport à un verre classique, et ça marche du tonnerre. Ça marche vraiment de manière admirable. Alors c'est plutôt pour des grands projets, hein, c'est plutôt sur spécification, mais ça marche en Europe et c'est en train d'être aujourd'hui, on commence la commercialisation en Asie avec une production en Inde de ce verre Orae. Donc voilà, tout ça, c'est la manière dont Saint-Gobain avance sur ces sujets-là. Je ne vais pas décrire tout ça parce qu'on a toute une gouvernance autour de notre démarche bas carbone, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup parlé du passé, mais le verre est vraiment un des matériaux du futur et au cœur de la transformation du monde du bâtiment vers un monde du bâtiment plus durable. Voilà.